Comment fait-on pour connaître l'opinion de millions de personnes en n'en interrogeant que quelques centaines? C'est tout l'art et la science de l'échantillonnage, et on va décortiquer ça ensemble. C'est le grand défi, le vrai casse-tête des chercheurs. Et la solution, comme on va le voir, est bien plus subtile et élégante qu'on ne l'imagine. Alors, voici notre parcours. On va d'abord poser le problème, ensuite on verra comment dessiner le plan parfait, on explorera un piège statistique qu'on appelle la pénalité du regroupement, puis on construira notre échantillon pas à pas pour enfin arriver au résultat final. Bon, on entre dans le vif du sujet. Tout est une question de compromis. On veut des données ultra fiables, mais bien sûr, le budget n'est pas illimité. Et le point crucial ici, c'est que ça ne consiste pas juste à piocher des gens au hasard. Non, ça demande une conception intelligente, une vraie stratégie. Le hasard pur, en fait, c'est souvent très inefficace et ça coûte une fortune. Avant même de parler à qui que ce soit, on va jouer les architectes. On utilise des simulations informatiques pour dessiner le plan idéal. C'est un peu comme construire un bâtiment sur ordinateur avant de poser la première brique. Voyons comment ça marche. Et là, c'est fascinant. Le meilleur plan de sondage n'est pas le même selon ce qu'on cherche à savoir. Estimer un revenu moyen, comme on le voit à gauche, ce n'est pas du tout la même chose que de mesurer une opinion, à droite. Les paramètres de départ, l'erreur qu'on tolère, tout change. Et ce tableau, il nous ramène bien sur Terre. Chaque décision a un prix. Envoyer une équipe dans une nouvelle région, ça a un coût fixe important. S'installer dans un village aussi. Et bien sûr, chaque entretien individuel s'ajoute à la facture. Tout ça, ça pèse dans la balance. Allez, on aborde maintenant un concept un peu contre-intuitif. On pourrait croire que pour faire des économies, le plus simple, c'est d'interroger plein de gens au même endroit. Eh bien, pas si vite. C'est parfois une très mauvaise idée. Pensez-y comme ça. Si on interroge 10 personnes qui habitent dans le même immeuble sur leurs habitudes alimentaires, on aura probablement des réponses assez similaires. Beaucoup moins de diversité que si on interroge 10 personnes dans 10 quartiers différents. C'est ça l'idée du The. Les gens qui vivent ensemble ont tendance à se ressembler. Et cette ressemblance, elle n'est pas gratuite. Elle crée ce qu'on appelle un effet de plan. C'est une sorte de pénalité statistique. Pour compenser ce manque de diversité, on est obligé d'augmenter la taille totale de l'échantillon et donc le coût. C'est vraiment le défi principal à gérer. Voilà la question cruciale, le cœur du dilemme. Faut-il faire plus de kilomètres pour avoir plus de diversité ou bien concentrer les efforts pour réduire les frais de déplacement? C'est exactement à cette question que notre simulation va répondre. Et le graphique est très clair. Il y a un juste milieu, un sweet spot. Si on interroge trop peu de gens par village, on doit visiter un nombre énorme de villages et les coûts explosent. Mais à l'inverse, si on en interroge trop, on paye pour de l'information redondante. Le gain en précision ne justifie plus le coût. Et voilà, les chiffres magiques sortis de la simulation. Elles nous donnent la combinaison parfaite, la plus rentable pour nos deux objectifs. C'est incroyable de voir à quel point les chiffres changent. Pour mesurer le revenu, il nous faut 180 personnes, mais pour l'opinion, seulement 36 suffisent. Ok, maintenant qu'on a le plan, il faut passer à la construction. On quitte le monde de la théorie pour le terrain. Voyons comment on transforme ce plan directeur en un véritable échantillon de personnes. Allez, on se lance. Pour l'exemple, on va suivre le plan optimisé pour mesurer le revenu moyen. C'est celui qui nous demandait d'aller interroger 180 personnes. Le processus ressemble à un entonnoir ou à un zoom. On part de très large, le pays entier. Première étape, on tire au hasard 3 régions. Deuxième étape, à l'intérieur de ces régions, on tire 4 villages. Et enfin, troisième étape, dans chaque village, on sélectionne nos 15 individus, du général au particulier. C'est ça la clé de l'efficacité. Alors, au bout du compte, à quoi ressemble ce fameux groupe de personnes si soigneusement sélectionnées? 180. Ce chiffre, il ne sort pas d'un chapeau. C'est le nombre magique calculé par notre simulation. C'est la taille d'échantillon qui nous donne le meilleur équilibre entre le coût de l'enquête et la précision qu'on voulait atteindre. Et voilà la structure finale. On a donc visité 3 régions, ce qui nous a menés dans 12 villages en tout, pour finalement interroger nos 180 personnes. Un échantillon parfaitement structuré et équilibré, prêt à nous livrer des informations fiables. Et attention, ce n'est pas juste un exercice statistique. Cette méthode, c'est le moteur derrière les sondages électoraux qu'on voit à la télé, derrière les grandes études de santé publique qui peuvent sauver des vies, et derrière les études de marché qui influencent les produits qu'on achète. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça. Le plus important dans un sondage n'est pas toujours le résultat qu'on voit, mais toute la conception invisible qui se cache derrière. Avoir le bon plan, c'est la différence entre des données fiables et un gaspillage de ressources. Ça donne à réfléchir, non ?
La prochaine fois qu'on lira un sondage affichant un simple pourcentage, on se souviendra peut-être de toute l'architecture complexe qui se cache derrière ce chiffre.